Lorsque j'ai décroché le téléphone pour demander à mon fils Max quand aurait lieu son mariage, ma belle-fille, Léna, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec un sourire glacial: Oh, nous nous sommes déjà mariés hier. Nous n'avons invité que des personnes spéciales. Ces mots m'ont fait l'effet d'un seau d'eau glacée. Des personnes spéciales. Moi qui, pendant 3 ans, avais payé leur loyer mensuel de 500 €, acheté tous les meubles de leur appartement et rempli leur réfrigérateur quand ils n'avaient rien à manger. Je n'étais pas une personne spéciale. Je me tenais là, dans le salon de ma propre maison, tenant le téléphone, comme s'il pesait une tonne. Regardant mon fils éviter mon regard tandis que Léna s'installait confortablement sur le canapé que je leur avais acheté. La robe rose pâle que j'avais choisie pour son mariage pendait, inutile, dans mon armoire, avec les nouvelles chaussures et l'illusion de faire partie du jour le plus important de la vie de mon fils unique. J'avais dépensé 200 € pour cette robe, en pensant à quel point je serais belle sur les photos de mariage de Max, photos sur lesquelles je n'apparaîtrai jamais. Pendant des semaines, j'avais planifié chaque détail. J'avais mis de l'argent de côté pour leur offrir 1 000 € en cadeau de mariage. J'avais appelé ma sœur Diana à Munich pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'avais nettoyé ma maison de fond en comble, pensant qu'il viendrait peut-être faire la fête avec moi après la cérémonie. Tout cela s'est effondré en une seconde avec ces 4 mots empoisonnés. Seulement des personnes spéciales. Max a finalement levé les yeux et m'a dit d'une voix qui semblait avoir été répétée: Maman, c'était une cérémonie intime, très petite, juste nous deux et les témoins. Mais je savais que c'était un mensonge. J'avais vu les photos sur les réseaux sociaux. J'avais vu les parents de Léna poser fièrement à côté des mariés. J'ai vu ses frères et sœurs trinquer au champagne. J'ai vu la robe blanche de Léna, que j'avais aidé à financer, avec les 800 € que je lui avais donnés le mois dernier pour ses dépenses personnelles. J'ai vu tout ce que je n'étais pas censée voir. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Léna m'a appelée avec une voix complètement différente. Elle n'était plus la femme confiante qui m'avait exclue de son mariage. Elle semblait désormais désespérée, presque suppliante. Renate, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression et dit que si nous ne payons pas cette semaine, il nous expulsera. Tu as oublié de faire le virement. Sa voix tremblait légèrement, comme si c'était la fin du monde. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, me rappelant toutes les fois où j'avais couru à la banque pour effectuer ce virement. Toutes les fois où j'avais annulé mes propres projets pour m'assurer qu'elles aient un toit au-dessus de leur tête. Toutes les fois où j'avais mangé des haricots sur toast pour pouvoir leur donner de l'argent pour leurs envies. Et maintenant, après m'avoir exclue du moment le plus important de leur vie, elles avaient l'audace de m'appeler, comme si de rien n'était. Léna, ai-je dit avec un calme qui m'a moi-même surprise. Ne t'avais-je pas prévenu que je n'aidais que les personnes spéciales? Le silence à l'autre bout du fil était si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui tremblais, mais elle. Renate, je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Nous avons toujours été spéciales pour toi. Tu es comme une deuxième maman pour moi. Des mensonges, que des mensonges, enveloppés dans cette voix douce qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. La même voix qu'elle avait utilisée pour me demander de l'argent pour la robe de mariée, pour la lune de miel, pour les alliances, que j'avais aidé à financer, sans savoir que je ne verrais jamais la cérémonie où elles seraient échangées. Pendant tant d'années, j'avais constamment l'impression de marcher sur des œufs, pesant chaque mot, chaque geste, chaque cadeau, dans l'espoir d'obtenir une once d'affection de la part de mon propre fils. J'étais la mère parfaite, la belle-mère obéissante, celle qui subvenait aux besoins de la famille sans jamais protester lorsqu'il me traitait comme si j'étais invisible. Mais cette phrase, seulement les personnes spéciales, réveilla en moi quelque chose qui était resté en sommeil depuis trop longtemps. J'avais calculé dans ma tête combien d'argent j'avais dépensé pour eux au cours de ces 3 années. Entre le loyer, la nourriture, les cadeaux, les urgences et les caprices, cela représentait plus de 20 000 €. 20 000 € que j'avais pris sur ma retraite, sur mes économies, sur l'argent que mon défunt mari m'avait laissé pour que je puisse vivre mes dernières années en paix. Et tout cela, pourquoi? Pour être traitée comme une étrangère le jour du mariage de mon propre fils. Ce soir-là, après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de frustration accumulée, d'années d'humiliation endurées en silence. J'ai pleuré pour toutes les fois où il m'avait fait sentir que mon amour était un fardeau,
ma présence un obstacle, mon argent la seule chose que j'avais à offrir. J'ai pleuré pour la mère stupide que j'avais été, pour la femme qui s'était perdue en essayant d'être indispensable à ceux qui la considéraient comme dispensable. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, c'était quelque chose de plus profond, de plus froid. Je me suis levée et je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain, les mêmes yeux fatigués que d'habitude, les mêmes rides qui racontaient des années d'amour données sans retour. Mais il y avait autre chose dans mon regard, une dureté que je ne reconnaissais pas, une détermination qui avait été enfouie sous des années de soumission. Je suis allée dans la cuisine et j'ai fait du café, comme je le faisais chaque matin depuis 40 ans. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pensé à appeler Max pour lui demander comment il avait dormi. Je n'ai pas vérifié mon téléphone dans l'attente d'un message de sa part, s'excusant pour l'humiliation de la veille. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais ma première préoccupation de la journée. Je me suis assise à la table, où j'avais si souvent préparé des surprises pour eux, compté les factures de leurs dépenses et pleuré en silence lorsqu'ils me traitaient avec indifférence. Aujourd'hui, cette table allait être le témoin de quelque chose de complètement différent. J'ai sorti mon chéquier, mes relevés bancaires, et j'ai commencé à faire le calcul. Je voulais voir en chiffres exacts l'étendue de ma propre bêtise. Un loyer mensuel de 500 € multiplié par 36 mois, cela faisait 18 000 €. La nourriture et les provisions, environ 200 € par mois, représentaient 7 200 € supplémentaires. Les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire de mariage, au moins 3 000 €. Les urgences médicales de Léna, 800 €. Le prêt automobile qu'ils ne m'ont jamais remboursé, 2 500 €. La réparation du climatiseur dans leur appartement, 600 €. Le mobilier du salon, 1 200 €. 30 i 3.400 €. C'était le montant exact de ma générosité. 33 400 € que j'avais gaspillés, provenant de l'héritage de mon mari, de ma pension, des économies que j'avais mises de côté, centime par centime pendant des décennies de travail honnête. Tout cet argent jeté par les fenêtres pour assurer le confort de 2 adultes qui ne pouvaient même pas faire semblant de me respecter. Le téléphone a sonné et j'ai vu le nom de Max s'afficher à l'écran. Normalement, mon cœur aurait battu la chamade et j'aurais couru pour répondre, espérant qu'il s'excuserait enfin et m'expliquerait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais cette fois-ci, je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, il s'est tu et j'ai continué à boire mon café comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois-ci, c'était Léna. Je l'ai laissé sonner aussi. Puis, j'ai reçu un SMS de Max. Maman, réponds-moi s'il te plaît. Il faut qu'on parle. J'ai effacé le message sans répondre. À 14 heures, j'ai décidé d'aller me promener. Je n'avais pas fait cela depuis des mois sans but précis, sans avoir une course à faire pour eux. C'était toujours la banque pour des virements, le supermarché pour leur acheter quelque chose dont ils m'en avaient besoin, la pharmacie pour les médicaments de Léna. Aujourd'hui, je suis allée me promener simplement parce que j'en avais envie. Je suis passée devant le parc où j'avais souvent emmené Max quand il était enfant. Je me suis souvenue de ce gentil garçon qui me serrait fort dans ses bras et me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Quand était-il devenu cet homme qui me traitait comme un distributeur automatique de billets avec des sentiments? Quand avais-je commencé à confondre amour et argent? Quand avais-je commencé à croire que je devais acheter l'affection de mon propre fils? À la banque, où j'avais si souvent effectué des virements automatiques, je me suis arrêtée devant la porte. Le directeur de la succursale, Monsieur Klein, m'a vu à travers la vitre et m'a fait signe. Je le connaissais depuis des années. Il avait traité chacun de mes virements à Max et Léna. Il avait vu mon compte se vider mois après mois pour remplir les leurs. Je suis entrée et me suis dirigée directement vers son bureau. Monsieur Klein, lui ai-je dit, je dois annuler les virements automatiques que j'ai programmés. Il m'a regardée avec surprise. Depuis 3 ans, ces virements étaient aussi réguliers que le lever du soleil. Êtes-vous sûre, Madame Richter? Il s'est passé quelque chose? Son inquiétude était sincère, plus sincère que tout l'intérêt que Max m'avait témoigné ces derniers mois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai enfin ouvert les yeux, ai-je répondu. Je veux tout annuler et je veux également des informations sur la manière de protéger mes comptes. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre ait accès à mon argent. Pendant que M. Klein traitait les annulations, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Max, Léna, Max, à nouveau. C'était comme s'ils avaient développé un radar pour détecter quand leur source de revenus était en danger.
J'ai complètement éteint mon téléphone. Madame Richter, m'a dit Monsieur Klein en me tendant les papiers, je m'excuse de m'immiscer dans vos affaires, mais au fil des ans, j'ai vu à quel point vous étiez généreuse avec votre famille. J'espère que vous n'êtes pas contrainte de faire ces changements. Ces paroles m'ont profondément touchée. Cet homme, qui me connaissait à peine au-delà des transactions bancaires, se montrait plus sincèrement préoccupé par mon bien-être que mon propre fils. Je ne subis aucune pression, Monsieur Klein. Au contraire, j'ai enfin cessé de me mettre la pression. Lorsque j'ai quitté la banque, je me suis sentie étrangement légère, comme si j'avais laissé un énorme fardeau dans ce bureau. Pour la première fois depuis des années, mon argent m'appartenait entièrement. Je n'avais aucune obligation financière envers des personnes qui me considéraient comme une ressource plutôt que comme une personne. Je suis rentrée chez moi et j'ai pensé à toutes les choses que je n'avais pas faites pour faire plaisir à Max et Lena. Les voyages que je n'avais pas faits pour économiser de l'argent pour eux. Les amis que je ne voyais plus parce que j'étais toujours disponible pour leurs urgences. Les loisirs auxquels j'avais renoncé parce que chaque euro que je dépensais pour moi-même était un euro de moins pour leurs besoins. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé 3 voitures garées devant ma porte. Celle de Max, celle de Lena et une autre que je ne reconnaissais pas. Je pouvais voir du mouvement à l'intérieur de ma maison à travers les fenêtres. Mon sang s'est glacé, ils avaient les clés. Je leur avais donné les clés parce que je leur faisais confiance. Parce que je pensais qu'un jour, ils prendraient soin de moi comme j'avais pris soin d'eux. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Il était temps d'affronter pour la première fois ma nouvelle vie. J'ai ouvert la porte de ma maison et j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Max était assis sur mon canapé, la tête entre les mains. Lena faisait les 100 pas comme un animal en cage et un homme plus âgé que je ne connaissais pas fouillait dans des papiers sur ma table à manger. Mes papiers, mes documents personnels. Que se passe-t-il ici? Ai-je demandé d'une voix plus forte que prévu. Tous les 3 m'ont regardé comme si j'étais l'intruse dans ma propre maison. Lena a été la première à prendre la parole, et sa voix avait cette urgence désespérée que j'avais déjà entendue au téléphone. Renate, Dieu merci, tu es là, nous devons parler. Monsieur Fischer est cédé du cabinet d'avocats que nous avons consulté au sujet de ta situation. Ma situation? La question sortit de ma bouche avec un calme qui me surprit. Quelle situation? Je vais très bien. Max leva enfin la tête et me regarda avec ses yeux qui appartenaient autrefois à un enfant innocent et qui ne reflétaient plus désormais que la panique financière. Maman, nous sommes allés à la banque et ils nous ont dit que tu avais annulé tous les virements. Monsieur Klein nous a expliqué que tu avais également bloqué notre accès à tes comptes. Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez fait cela. Monsieur Fischer, un homme d'une cinquantaine d'années vêtu d'un costume gris et arborant un sourire qui n'inspirait pas confiance, s'est approché de moi, la main tendue. Madame Richter, je suis le docteur Fischer, avocat spécialisé en droit de la famille. Vos enfants s'inquiètent pour votre santé mentale et m'ont demandé d'évaluer la situation. Je ne lui ai pas serré la main. Je me suis plutôt dirigée directement vers ma table à manger et j'ai rassemblé tous les documents qu'il avait examinés sans ma permission. Ce sont mes documents privés. Vous n'avez pas le droit de les consulter sans mon consentement. Maman, intervint Max avec cette voix condescendante qu'il avait perfectionnée ces dernières années. Nous sommes inquiets pour toi. Ton comportement est très étrange ces derniers temps. D'abord, tu nous as coupés financièrement sans explication. Ensuite, tu ne réponds pas à nos appels. Nous pensons que tu as besoin d'une aide professionnelle. Lena s'est approchée et a essayé de me prendre la main avec cette fausse tendresse qu'elle réservait au moment où elle avait besoin de quelque chose. Renate, chérie, nous savons que tu es très stressée. Peut-être que la solitude t'affecte plus que tu ne le penses. À ton âge, il est normal d'avoir des moments de confusion. Le mot confusion résonna dans ma tête comme une sonnette d'alarme. Je comprenais maintenant pourquoi ils avaient fait venir l'avocat. Il ne s'agissait pas de m'aider, mais de me déclarer mentalement incapable et de prendre le contrôle de mes finances. La même femme qui m'avait dit qu'il n'invitait que des personnes spéciales à leur mariage me traitait maintenant comme une vieille dame sénile. Je ne suis pas confuse, ai-je dit avec une fermeté qui a fait taire tout le monde. Je suis plus lucide que je ne l'ai été depuis des années et vous allez quitter ma maison immédiatement.
Monsieur Fischer est intervenu avec cette voix professionnelle que les avocats utilisent lorsqu'ils veulent paraître raisonnables. Madame Richter, je comprends que vous vous sentiez dépassée, mais vos enfants ont le droit d'intervenir s'ils estiment que votre capacité à prendre des décisions financières est altérée. Ils ont documenté plusieurs comportements préoccupants. Comportements inquiétants. Le rire qui sortit de ma gorge était rauque, presque cruel. Comme quoi? Décider que mon argent m'appartient? Décider de ne plus financer la vie de deux adultes qui me traitent comme une moins que rien? Léna sursauta comme si je l'avais giflée. Nous ne t'avons jamais maltraité. Tu fais partie de notre famille. Tout ce que tu possèdes nous appartiendra de toute façon un jour. Nous ne faisons qu'accélérer le processus. C'était la vérité nue, sans phare. Tout ce que j'avais leur appartiendrait un jour. Dans leur esprit, j'étais déjà morte et ils ne faisaient bonne que récupérer leur héritage à l'avance. Peu importait que j'ai encore 70 ans ou 70 jours à vivre. Pour eux, je n'étais qu'un distributeur de billets sur pattes qui était devenu problématique. Dehors, ai-je dit en montrant la porte. Vous trois, sortez de ma maison. Max s'est levé avec ce visage enfantin et furieux qu'il prenait quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Maman, on ne peut pas partir comme ça. On a des obligations. Le loyer, les mensualités de la voiture, la carte de crédit que tu as cosignée. Tu ne peux pas nous couper les vivres du jour au lendemain. Je ne peux pas? Ma voix s'éleva pour la première fois depuis le début de la conversation. Qui dit que je ne peux pas? Pendant des années, j'ai payé un loyer qui n'était même pas à mon nom. J'ai rempli le réfrigérateur d'une maison où je n'étais pas la bienvenue. J'ai financé une vie dans laquelle je n'avais clairement pas ma place. Monsieur Fischer a sorti un dossier de sa mallette et l'a posé sur ma table. Madame Richter, nous avons préparé des documents qui pourraient te faciliter cette transition. Une procuration qui permettrait à Max et Léna de gérer vos finances plus efficacement. Ce ne serait que temporaire, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. J'ai pris le dossier et sans même l'ouvrir, je l'ai jeté directement à la poubelle. La seule transition qui va se produire ici, c'est la vôtre vers la porte d'entrée. Léna s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de frustration, de rage contenue. Vous ne pouvez pas nous faire ça, Renate. Nous comptions sur vous. Nous avons fait des projets en comptant sur votre soutien. Nous avons fait des achats. Nous avons pris des engagements financiers parce que nous savions que nous pouvions compter sur vous. Des engagements basés sur mon argent, ai-je répondu. Pas sur mon bien-être, pas sur mon bonheur, pas sur ma compagnie, juste sur mon argent. Et maintenant que j'ai décidé que mon argent serait mieux utilisé dans ma propre vie, je suis soudainement une vieille femme confuse qui a besoin d'une tutelle légale. Max a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai reculé d'un pas. Il n'était plus le garçon qui courait se réfugier dans mes bras quand il faisait des cauchemars. C'était un homme de 35 ans qui voyait sa mère comme un obstacle entre lui et une vie confortable financée par d'autres. Maman, nous avons fait des erreurs, a-t-il dit d'une voix censée exprimer des remords. Le mariage était un malentendu. Léna était nerveuse. J'étais sous pression. Nous pouvons arranger les choses si tu redeviens raisonnable. Raisonnable? Ce mot avait un goût amer dans ma bouche. Être raisonnable, ça veut dire continuer à payer pour ta vie pendant que tu me traites comme une étrangère. Ça veut dire faire semblant que ça ne me fait pas mal d'avoir été exclu du jour le plus important de la vie de mon fils unique. Monsieur Fischer rangea ses papiers avec l'efficacité de quelqu'un qui a l'habitude de voir ses propositions rejetées. Madame Richter, ce n'est pas fini. Votre famille a des recours juridiques. Si vous prenez effectivement des décisions irrationnelles en raison de problèmes de santé mentale, un juge peut déterminer que vous avez besoin d'une tutelle. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une visite familiale manipulatrice. C'était une véritable menace juridique. Il voulait me déclarer incapable de gérer mes propres affaires. Monsieur Fischer, lui dis-je en le regardant droit dans les yeux, je vous suggère de faire des recherches approfondies avant de menacer une femme de 71 ans qui a géré ses finances de manière irréprochable pendant 40 ans, qui a élevé son fils seul après le décès de son mari, qui a tenu un foyer et travaillé honnêtement jusqu'à sa retraite, et qui, jusqu'à la semaine dernière, soutenait financièrement deux adultes parfaitement capables.
Léna a cessé de pleurer et m'a regardée avec une froideur qui a finalement révélé son vrai visage. Cela ne restera pas ainsi, Renate. Nous avons aussi des droits et des avocats. Parfait, ai-je répondu. Engagez tous les avocats que vous voulez. Avec votre propre argent, bien sûr, car le mien n'est plus disponible pour financer vos caprices juridiques. Tous les trois se dirigèrent vers la porte avec la dignité blessée de personnes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Avant de sortir, Max se tourna vers moi une dernière fois. Maman, ça va très mal finir pour toi. Tu vas te retrouver seule, sans personne pour prendre soin de toi quand tu en auras vraiment besoin. Max, dis-je avec une profonde tristesse, mais aussi avec une clarté cristalline. Je suis déjà seule. La différence, c'est que maintenant, c'est par choix et non à cause de ta négligence. Alors que je refermais la porte derrière eux, je restais debout dans mon salon, entourée du plus beau silence que j'avais entendu depuis des années. C'était le silence de la liberté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, non pas à cause de la tristesse ou des regrets, mais à cause de l'adrénaline provoquée par le fait d'avoir repris le contrôle de ma propre vie. Je suis restée éveillée dans mon lit, planifiant mes prochaines étapes comme un général se préparant à une bataille. Si Max et Lena voulaient se battre, je leur donnerais une guerre. Mais ce serait une guerre que je mènerais avec intelligence, et non avec émotion. À 6 heures du matin, j'étais déjà habillée et prête à partir. Ma première étape fut le cabinet de l'avocat Monsieur Weber, un homme que j'avais rencontré il y a des années lorsque je m'occupais du testament de mon mari. Contrairement à Monsieur Fischer, que Max et Lena avaient amené, Monsieur Weber avait une réputation irréprochable et était spécialisé dans la protection des droits des personnes âgées. Madame Richter, m'a-t-il dit lorsque je lui ai expliqué la situation, ce que vos enfants ont tenté de faire hier est plus courant que vous ne le pensez. Cela s'appelle de l'abus financier envers les personnes âgées et c'est un délit grave. Le fait qu'ils soient entrés dans votre maison sans permission et elles consulter vos documents privés constitue également une violation. Ces paroles m'ont à la fois rassurée et inquiétée. Elles m'ont rassurée parce qu'elles confirmaient que je n'étais pas folle, que ce qui s'était passé était vraiment abusif. Elles m'ont inquiétée parce que j'ai réalisé que la situation était plus grave que je ne le pensais. Nous devons tout documenter, a poursuivi M. Weber. Chaque transfert, chaque don, chaque fois qu'ils vous ont fait pression pour obtenir de l'argent. Nous modifierons également votre testament afin de protéger vos biens contre de futures tentatives de manipulation. Nous avons passé 3 heures à examiner mes documents financiers. Monsieur Weber a sifflé lorsqu'il a vu le montant total. 33 400 € en 3 ans. Madame Richter, avec cet argent, vous auriez pu vivre confortablement, voyager et profiter de votre retraite. Au lieu de cela, vous avez entièrement financé la vie de 2 adultes qui ne vous respectaient même pas assez pour vous inviter à leur mariage. Lorsque j'ai quitté le bureau de Monsieur Weber, j'avais un plan complet. Premièrement, je changerai toutes les serrures de ma maison. Deuxièmement, j'installerai un système de sécurité avec des caméras pour me protéger de futures visites surprises. Troisièmement, j'ouvrirai un nouveau compte bancaire dans une autre banque où il n'avait aucun contact. Et quatrièmement, je commencerai à vivre la vie que j'avais reportée pendant des années. Ma prochaine étape était le magasin de bricolage. Le propriétaire, M. Sommer, me connaissait depuis des années, car j'achetais toujours des articles pour réparer l'appartement de Max et Lena. Cette fois-ci, c'était différent. Madame Richter, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Une autre urgence avec votre fils? Demanda-t-il avec la familiarité d'une personne qui avait silencieusement été témoin de ma générosité gaspillée. Non, monsieur Sommer, cette fois-ci, c'est pour ma propre maison. Je dois changer toutes les serrures et je veux qu'elles soient de la meilleure qualité possible. Il m'a regardé avec surprise, mais n'a posé aucune question. Pendant que je choisissais les serrures, son fils Ethan, qui installait des systèmes de sécurité, est passé. C'était la providence à l'œuvre. Ethan, lui ai-je dit, j'ai également besoin d'installer des caméras de surveillance, le système complet. Le prix n'est pas un problème. Pendant qu'il préparait tout pour l'installation du lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Lena qui appelait depuis le téléphone de quelqu'un d'autre, car j'avais bloqué son numéro après la confrontation de la veille. Renate, c'est Lena. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Nous devons parler comme des adultes civilisés. Parle, ai-je répondu sèchement. Écoute,
Je comprends que tu sois contrariée à propos du mariage. C'était une erreur. Max et moi en avons discuté et nous voulons nous rattraper. Que diriez-vous d'un dîner spécial pour célébrer notre mariage avec vous? Nous pouvons le faire chez vous, cuisiner ensemble comme avant. La manipulation dans ces mots était si évidente que j'ai failli en rire. Léna, combien devez-vous exactement de loyer? Le silence à l'autre bout du fil confirma que j'avais touché un point sensible. Eh bien, c'est 2 mois, 1 000 € au total. Mais je ne t'appelle pas seulement pour ça, Renate. Tu nous manques vraiment dans nos vies. Est-ce que je vous manque ou est-ce mon argent qui vous manque? Ai-je demandé directement. Les deux, a-t-elle répondu avec une honnêteté surprenante. Renate, je ne vais pas te mentir. Oui, nous avons besoin de ton aide financière, mais nous t'aimons aussi. Tu es importante pour nous. Si je suis si importante, ai-je dit, pourquoi n'étais-je pas assez importante pour être présente à ton mariage? Pourquoi ne suis-je pas assez importante pour recevoir un appel qui ne me demande pas d'argent? À quand remonte la dernière fois où tu m'as appelé juste pour me demander comment j'allais? Un autre silence. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Jamais. Léna, je ne vais t'expliquer cela qu'une seule fois. Pendant 3 ans, tu m'as traité comme un distributeur automatique de billets avec des sentiments. Tu m'as utilisé, tu m'as ignoré, tu m'as humilié, et finalement, tu m'as insulté de la pire manière qui soit. Maintenant que l'argent vient à manquer, tu découvres soudainement que tu m'aimes. Renate, s'il te plaît. Je l'ai interrompu. Il n'y a pas de s'il te plaît. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que je n'étais pas assez spéciale pour être présente à ton mariage. Maintenant, je fais le mien. J'ai raccroché et éteint complètement mon téléphone. Je ne voulais plus être dérangée le jour de ma libération. Cet après-midi-là, je me suis rendue dans un salon de beauté où je n'étais pas allée depuis plus d'1 an. J'avais toujours annulé mes rendez-vous parce que Max ou Léna avaient l'ordre besoin de quelque chose d'urgent ou parce que l'argent que j'avais mis de côté pour moi-même leur était devenu indispensable. Madame Richter, m'a interpellée Cynthia, ma coiffeuse préférée. Quelle surprise! Je pensais que vous nous aviez oubliés. Je ne vous ai pas oublié, Cynthia. J'avais juste oublié que je méritais moi aussi d'être chouchoutée. Je me suis offert le traitement complet. Coupe, couleur, manucure, pédicure. Pour la première fois depuis des années, j'ai dépensé de l'argent pour moi sans me sentir coupable. Pendant que Cynthia s'occupait de mes cheveux, elle m'a parlé de sa vie, de ses enfants, de ses rêves. C'était rafraîchissant d'avoir une conversation qui ne tournait pas autour des besoins de Max et Léna. Vous êtes magnifique, Madame Richter, m'a-t-elle dit lorsqu'elle a eu terminé. Mais plus que ça, vous avez l'air libre. Il vous est arrivé quelque chose de bien? Oui, Cynthia. J'ai enfin appris à dire non. Quand je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, il y avait une voiture devant ma porte que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est emballé pendant un instant, pensant que Max et Léna étaient l'année peut-être revenus avec des renforts, mais en m'approchant, j'ai vu une femme âgée assise sur les marches de mon Porsche. Madame Richter? M'a-t-elle demandé lorsque je suis sortie de la voiture. Oui, c'est moi. Je peux vous aider? Je m'appelle Eleanor Brooks, j'habite à côté. Nous sommes voisins depuis des années, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de discuter. Hier, j'ai entendu des voix très fortes dans votre maison et je me suis inquiétée. Tout va bien? Sa sincère inquiétude m'a profondément touchée. Voici une inconnue qui s'intéressait davantage à mon bien-être que mon propre fils. Entrez, Madame Brooks, je vais vous préparer un café et vous raconter une histoire que vous n'allez pas croire. Pendant que je préparais le café, je lui ai raconté toute la situation. Eleanor m'a écoutée sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Et quand j'ai terminé mon histoire, ses yeux étaient remplis de larmes. Madame Richter, a-t-elle dit, vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai vécu une situation similaire avec ma fille, il y a 5 ans. Je pensais aussi que c'était mon devoir de financer sa vie d'adulte. Je croyais aussi qu'ils ne m'aimeraient pas si je ne leur donnais pas d'argent. Que s'est-il passé? J'ai cessé de leur donner de l'argent quand j'ai réalisé qu'ils ne m'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Au début, ça allait été terrible. Ils m'ont menacé, m'ont fait du chantage émotionnel, ont essayé de me faire culpabiliser. Mais au bout de 6 mois, ma fille m'a appelée pour s'excuser sincèrement. Aujourd'hui, nous avons une véritable relation basée sur l'amour et non sur l'argent. Ces paroles m'ont redonné espoir et m'ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Pensez-vous que Max et Léna comprendront un jour?
Peut-être que oui, peut-être que non, a-t-elle répondu honnêtement. Mais ce n'est plus votre responsabilité, Madame Richter. Votre responsabilité est désormais de vivre votre propre vie. Ce soir-là, pour la première fois en 3 ans, je me suis couchée sans me soucier de savoir si Max et Lena avaient de l'argent pour payer leur loyer, leur nourriture ou leurs caprices. Je me suis couchée en pensant à moi, à mes projets, à mon avenir, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain, Ethan et Monsieur Sommer sont arrivés à 8 heures du matin pour changer les serrures et installer le système de sécurité. Pendant qu'ils travaillaient, mon téléphone n'a pas cessé de sonner, avec des numéros inconnus. Lena essayait toujours de me contacter depuis différents téléphones, mais j'avais développé une nouvelle compétence, ignorer complètement les appels qui ne me convenaient pas. Madame Richter, a dit Ethan en installant les caméras, ce système vous apportera une tranquillité d'esprit absolue. Vous pourrez voir depuis votre téléphone qui vient chez vous, même lorsque vous n'êtes pas là. Et si quelqu'un s'introduit sans autorisation, une alerte est automatiquement envoyée à la police. Je n'ai pas manqué de remarquer l'ironie de la situation. J'installais un système de sécurité pour me protéger de mon propre fils, mais cela ne me faisait plus autant de mal qu'avant. C'était simplement une mesure pratique pour préserver ma nouvelle tranquillité. Pendant qu'il travaillait, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Appeler ma sœur Diana à Munich. Nous avions perdu contact parce que chaque fois que nous parlions, je lui racontais les succès de Max et Lena, combien d'argent j'avais dépensé pour eux, à quel point j'étais fière de pouvoir les aider. Je réalisais maintenant que nos conversations étaient devenues des rapports financiers déguisés en nouvelles familiales. « Renate » répondit Diana, surprise. « Ma sœur, comment vas-tu ? Nous ne nous sommes pas parlé depuis des mois. »« Je vais bien, Diana. Mieux que bien. Je t'appelle pour te dire que j'ai enfin repris mes esprits. » Je lui racontai toute l'histoire depuis le début. Le mariage secret, l'humiliation, la visite chez l'avocat, ma décision de couper les vivres. Diana m'écouta en silence. Et quand j'eus terminé, sa réponse me surprit. « Renate, ma sœur, il était temps. Chaque fois que nous parlions, cela me brisait le cœur de t'entendre te vanter de l'argent que tu leur avais donné, comme si l'amour pouvait se mesurer en euros. Je voulais te dire quelque chose, mais je ne savais pas comment. » Que voulais-tu me dire ? Que Max ne parlait jamais de toi avec amour quand je le voyais lors des réunions de famille. Il disait toujours « ma mère m'a aidé à faire ça » ou « ma mère m'a acheté ça », mais jamais « ma mère me manque » ou « j'aime ma mère ». C'était comme si tu étais une prestataire de service, pas une personne. Ces mots m'ont fait mal, mais c'était une douleur nécessaire. Comme quand un médecin nettoie une plaie infectée, ça fait mal, mais ça fait partie du processus de guérison. Tu sais ce que j'ai remarqué d'autre ? A poursuivi Diana. Lena parlait toujours de toi au futur. Quand Renate ne sera plus là, nous pourrons rénover sa maison. Ou, quand nous hériterons, nous investirons dans l'entreprise. Comme s'ils attendaient ta mort pour vraiment vivre. Cette révélation m'a frappée comme un seau d'eau glacée. Ils ne me voyaient pas seulement comme un distributeur de billets, ils me voyaient comme un obstacle temporaire entre eux et leur argent. Alors que j'essayais de les rendre heureux, ils planifiaient leur avenir sans moi. Après avoir parlé avec Diana, je me suis assise dans ma cuisine pour digérer toutes ces informations. Des années de mariage avec un homme qui m'aimait vraiment, 35 ans passés à élever seul mon fils après la mort de mon mari, et 3 ans à financer 2 adultes qui me considéraient comme un obstacle de 100 000 euros. La sonnette a retenti, et j'ai vu sur les nouvelles caméras qu'il s'agissait d'Éléanore, une tasse à la main. J'ai ouvert la porte et elle m'a tendu un café fraîchement préparé. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de compagnie après tout ce que vous m'avez raconté hier, » m'a-t-elle dit avec ce sourire sincère que j'avais déjà appris à apprécier. Nous nous sommes assises dans mon salon et Éléanore m'a donné plus de détails sur sa propre expérience. Ma fille m'a dit exactement la même chose que Lena vous dit. Vous êtes comme une deuxième maman pour moi. Nous sommes spéciales à vos yeux. Tout sera à nous un jour de toute façon. Ce sont des phrases toutes faites, Madame Richter. Ils les apprennent dans le manuel de manipulation émotionnelle. Tu penses qu'un tel manuel existe ? Ai-je demandé à moitié en plaisantant. Pas officiellement, mais on dirait que tout le monde lit le même livre. Le chapitre 1 consiste à lui faire sentir qu'elle est indispensable. Le chapitre 2 consiste à créer des urgences financières constantes.
Le chapitre 3 consiste, lorsqu'elle résiste, à remettre en question sa santé mentale. Nous avons ri, mais c'était un rire amer. Il était à la fois drôle et tragique de reconnaître ces schémas prévisibles dans le comportement de nos propres enfants. Vous êtes-vous déjà senti coupable d'avoir coupé les vivres ai-je demandé à Eleanor. Tous les jours, pendant les 3 premiers mois, a-t-elle répondu honnêtement. Mais ensuite, j'ai commencé à voir les résultats. Ma fille a dû trouver un deuxième emploi. Son mari a arrêté de jouer au golf tous les week-ends et s'est mis à chercher un travail supplémentaire. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens et surtout, ils ont compris que j'étais une personne, pas une ressource. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des années, visiter la tombe de mon mari. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas y aller, parce que Max ou Lena avaient besoin de quelque chose d'urgent ou parce que l'argent du taxi serait mieux investi dans l'une de leurs urgences. Le cimetière était calme et magnifique. La tombe de Robert semblait un peu négligée, car je n'étais pas venue la nettoyer depuis des mois. Je me suis assise sur l'herbe à côté de sa pierre tombale et je lui ai parlé comme s'il était vivant. Robert, mon amour, je pense que je me suis perdue pendant un certain temps. Après ton départ, j'ai consacré toute mon énergie à Max. Je voulais être la meilleure mère du monde, pensant qu'il grandirait sans père, mais je pense qu'au cours de ce processus, j'ai oublié d'être moi-même. Le vent soufflait doucement et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il m'écoutait. Notre fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Ou peut-être a-t-il toujours été comme ça, et je ne voulais pas le voir. Sa femme est, enfin, tu sais comment elle est, et l'argent que tu m'as laissé pour vivre paisiblement, je l'ai dépensé pour prendre soin d'eux, mais plus maintenant, mon amour. J'ai appris. J'ai nettoyé sa tombe, remplacé les fleurs fanées par des nouvelles, et je suis restée là encore 1 heure, profitant simplement de la paix. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressée de rentrer chez moi pour résoudre une crise pour Max et Lena. Quand je suis arrivée chez moi, 3 voitures étaient à nouveau garées devant ma porte. Mon cœur s'est emballé, mais cette fois, j'étais préparée. Les caméras m'ont montré qu'il s'agissait de Max, Lena et 2 autres personnes que je ne reconnaissais pas. Tout le monde semblait agité, parlant entre eux et pointant ma maison du doigt. Je ne suis pas sortie de la voiture. J'ai plutôt appelé Monsieur Weber, mon avocat. Monsieur Weber, ils sont de nouveau chez moi. Cette fois, ils ont amené plus de monde. Que dois-je faire? Ne sortez pas de la voiture, Madame Richter. J'arrive tout de suite et j'appelle la police. Après notre conversation d'hier, j'ai demandé une ordonnance restrictive temporaire. Ils n'ont pas le droit d'être sur votre propriété. Quelques minutes plus tard, Monsieur Weber et 2 voitures de police sont arrivées. J'ai regardé les agents parler à Max et Lena. J'ai vu mon fils gesticuler avec colère. J'ai vu Lena pleurer à nouveau, mais cette fois-ci, ses larmes ne m'ont pas émue. L'un des agents s'est approché de ma voiture. Madame, vous pouvez sortir sans danger. Vos visiteurs vont partir immédiatement. Alors que je sortais de la voiture, Max m'a crié depuis la rue. Maman, c'est ridicule. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas appeler la police pour ton propre fils. Max, ai-je répondu avec un calme qui m'a moi-même surprise. Une famille ne menace pas de poursuite judiciaire pour incapacité mentale. Une famille ne s'introduit pas chez les gens sans permission. Une famille ne traite pas sa mère comme un distributeur automatique de billets. Léna a crié de l'autre côté de la rue. Tu vas nous payer tout ce que tu nous dois. Nous avons des factures que tu as cosignées. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Monsieur Weber est intervenu. Madame Brooks, toute communication future devra passer par mon cabinet, et je vous suggère de consulter un avocat avant de proférer des menaces de recouvrement, car ma cliente dispose de tous les documents attestant des paiements qu'elle a volontairement effectués pendant 3 ans. Je les ai regardés partir dans leur voiture, vaincus, mais sans abandonner. Je savais que ce n'était pas fini, mais pour la première fois dans cette situation, je me sentais confiante. J'avais une aide professionnelle, j'avais le soutien émotionnel d'Eleanor, et surtout, j'avais les idées claires sur ce qui était bien et ce qui était mal. Ce soir-là, Eleanor m'a invitée à dîner chez elle. J'ai rencontré sa fille, qui était en visite, et j'ai pu voir de mes propres yeux à quoi ressemblait une relation familiale saine. Ils se parlaient avec respect, s'intéressaient sincèrement à la vie de l'autre et riaient ensemble. La fille n'a pas demandé d'argent une seule fois pendant toute la soirée. C'est ce que je voulais aussi,
Avec Max, ai-je avoué à Éléanore après le départ de sa fille. Et peut-être que tu l'auras un jour, m'a-t-elle répondu. Mais d'abord, il doit apprendre que tu es une personne qui mérite le respect, et pas seulement une source de revenus. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis couchée avec un sentiment d'espoir pour l'avenir. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Les caméras de surveillance m'ont montré que Max et Lena passaient devant ma maison plusieurs fois par jour, parfois lentement, parfois ils se garaient pendant quelques minutes, mais sans sortir. C'était comme s'ils étudiaient mes habitudes, cherchant le moment idéal pour passer à l'action. Monsieur Weber m'avait conseillé de documenter chacune de ces visites, j'ai donc tenu un journal détaillé avec la date et l'heure. Leur persévérance jouera en notre faveur, m'avait-il dit. Chaque fois qu'ils se présentent après que nous leur avons demandé de ne pas s'approcher, cela renforce notre demande d'ordonnance restrictive permanente. Vendredi matin, je prenais tranquillement mon petit déjeuner lorsque la sonnette a retenti. Les caméras m'ont montré une jeune femme, très bien habillée, un dossier à la main et un sourire professionnel. Je ne l'ai pas reconnue, mais quelque chose dans son attitude m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une visite amicale. Bonjour, Madame Renate Richter, m'a-t-elle dit lorsque j'ai ouvert la porte. Je suis enquêtrice sociale au bureau des services aux personnes âgées. Nous avons reçu un rapport indiquant que vous pourriez être en situation de danger et nous devons vérifier que vous allez bien. Je- Mon sang s'est glacé. Max et Lena avaient aggravé la situation. Il ne s'agissait plus seulement de menaces de la part d'avocats des privés. Ils avaient désormais impliqué les autorités. Puis-je voir votre carte d'identité demandai-je en essayant de rester calme. Bien sûr. Elle me montra une carte d'identité officielle qui semblait authentique. Je suis Madame Schmidt, assistante sociale. Puis-je entrer pour vous parler? Je la laissai entrer, sachant qu'un refus aurait aggravé ma situation. Madame Schmidt s'est assise dans mon salon et a sorti un formulaire de son dossier. Madame Richter, nous avons reçu des informations selon lesquelles vous avez montré des changements significatifs dans votre comportement financier, que vous avez coupé toute communication avec votre famille et que vous avez montré des signes de paranoïa en installant des systèmes de sécurité inutiles. On nous a également dit que vous aviez refusé l'aide médicale et juridique de vos proches. Chaque mot avait été soigneusement choisi pour me faire passer pour une vieille femme mentalement dérangée. J'ai reconnu l'écriture de Lena dans le texte. Elle avait toujours su manipuler les mots pour obtenir ce qu'elle voulait. Mademoiselle Schmidt, ai-je dit avec toute la dignité dont j'étais capable, je voudrais appeler mon avocat avant de répondre à vos questions. Madame, il ne s'agit pas d'un interrogatoire judiciaire. C'est une vérification de votre état de santé. Si vous n'avez rien à cacher, vous ne devriez pas avoir de problème à me parler. La phrase « si vous n'avez rien à cacher » m'a mise en colère. C'était la même logique que celle utilisée par les agresseurs pour justifier leurs intrusions. Si vous êtes innocent, vous ne devriez pas vous plaindre que votre vie privée soit violée. Madame, j'appelle mon avocat. Vous pouvez attendre ici ou revenir un autre jour, mais je ne répondrai à aucune question sans la présence d'un représentant légal. J'ai appelé Monsieur Weber, qui est arrivé dans les 20 minutes. Lorsqu'il est entré et a vu l'assistante sociale, son expression s'est durcie. Mademoiselle Schmidt, a-t-il dit après avoir vérifié son identité, j'espère que vous avez une ordonnance du tribunal pour être ici, car mon client est sous ma représentation légale et toute enquête non autorisée constitue du harcèlement. Monsieur, a répondu Madame Schmidt avec moins d'assurance qu'auparavant, nous avons reçu des informations de la part de membres de la famille inquiets pour le bien-être de cette dame. Il est de notre devoir d'enquêter. Nous avons reçu des signalements de membres de la famille inquiets pour le bien-être de cette dame. Il est de notre devoir d'enquêter. Quelle famille? Demanda Monsieur Weber d'un ton sec. La même famille qui a essayé de lui faire signer une procuration sans représentation. La même famille qui est entrée par effraction dans sa maison sans permission et a fouillé ses documents privés. La même famille qui l'a exclu d'événements importants tout en vivant de son argent. Monsieur Weber sortit un dossier de sa mallette et le posa sur la table. J'ai ici toute la documentation relative aux abus financiers et émotionnels subis par ma cliente. 33 400 € ont été retirés de ses comptes en 3 ans. Elle a été victime d'une exclusion sociale systématique et d'un chantage émotionnel.
Si quelqu'un doit faire l'objet d'une enquête, ce n'est certainement pas ma cliente. Madame Schmidt examina les documents avec un malaise croissant. Il était évident que les informations qui lui avaient été fournies ne correspondaient pas à la réalité qui se trouvait devant elle. Madame Richter, dit-elle finalement, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez si brusquement cessé de soutenir financièrement votre fils? Parce que j'ai finalement découvert qu'il se servait de moi, répondis-je simplement. Parce que j'ai réalisé que pour eux, je n'étais pas une mère, mais un compte bancaire. Parce que j'étais fatiguée de financer la vie de personnes qui me considéraient comme un obstacle. Mais ne pensez-vous pas qu'il est de votre responsabilité d'aider votre famille? Cette question m'a indignée. Madame Schmidt, ma responsabilité en tant que mère était d'élever mon fils jusqu'à ses 18 ans, de l'éduquer et de lui donner les outils nécessaires pour devenir un adulte indépendant. Mon fils a 35 ans, il est marié et parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Financer sa vie d'adulte n'est pas ma responsabilité. C'est mon choix et j'ai choisi de ne plus le faire. Monsieur Weber intervint. Madame Schmidt, considérez-vous comme normal qu'un adulte de 35 ans soit incapable de payer son loyer sans l'aide de sa mère de 71 ans? Madame Schmidt ne répondit pas tout de suite. Je voyais qu'elle réévaluait toute la situation. Madame Richter, demanda-t-elle après un moment, gérez-vous entièrement vos propres finances? Je peux vous montrer mes relevés bancaires, mes investissements, mes paiements d'impôts. Tout est à jour et en ordre. Vivez-vous de manière indépendante? Comme vous pouvez le constater, je garde ma maison propre. Je prends soin de moi physiquement. Je conduis ma propre voiture. J'ai des relations sociales saines avec mes voisins. Prenez-vous des médicaments? Seulement des vitamines et parfois de l'aspirine. Je n'ai aucun problème de santé qui nécessite la prise de médicaments. Monsieur Weber a ajouté. Ma cliente vient de subir des examens médicaux approfondis dans le cadre de notre procédure judiciaire. Elle est en parfaite santé physique et mentale. Madame Schmidt a fermé son dossier. Madame Richter, d'après cette conversation et les documents que j'ai examinés, je ne vois aucune indication que vous soyez en danger ou que vous ayez besoin d'une intervention. Je vais clore ce dossier. Après son départ, Monsieur Weber et moi sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Renate, dit-il finalement, cela va continuer à s'aggraver. Max et Lena dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour engager des professionnels afin de vous faire déclarer incapable. Cela signifie-t-il qu'ils sont désespérés? C'est exactement cela. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils peuvent intenter un procès pour incapacité. C'est coûteux et difficile à gagner. Mais s'ils trouvent un juge compatissant et un psychiatre prêt à témoigner en leur faveur, ils pourraient obtenir la nomination d'un tuteur. Cette idée me terrifiait. Ils pourraient prendre le contrôle de mon argent. Ils pourraient essayer, mais nous avons des preuves solides que vous êtes tout à fait capable et qu'ils sont motivés par la cupidité et non par une réelle préoccupation. Cet après-midi-là, j'ai appelé Diana pour me défouler. Ma sœur, m'a-t-elle dit après avoir entendu mon histoire, vous rendez-vous compte jusqu'où ils sont prêts à aller pour de l'argent? Ils mettent en péril leur relation familiale, dépensent de l'argent pour des avocats et des médecins, détruisent leur propre réputation, tout cela pour avoir à nouveau accès à votre compte bancaire. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Max et Lena avaient complètement révélé leur vraie nature. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, il n'y avait aucune possibilité de réconciliation sincère. Pour eux, je n'avais jamais été une mère ou une belle-mère respectée. J'avais toujours été juste une source d'argent. Cette révélation, bien que douloureuse, était aussi libératrice. Je n'avais plus à me demander si je prenais la bonne décision. Je n'avais plus à me sentir coupable de me protéger. Ils avaient prouvé par eux-mêmes que mon bien-être émotionnel et physique leur importait moins que mon argent. Ce soir-là, Eleanor est venue me rendre visite avec une surprise. Elle avait invité ses amis du club de jardinage à me rencontrer. Renate, m'a-t-elle présenté, voici mes amies Cynthia, que tu connais déjà du salon, Maria, Carmen et Alfreda. Nous avons toutes vécu des situations similaires avec des membres de notre famille de violents. Nous avons passé la soirée à partager nos histoires. Maria avait dû fixer des limites à un frère qui lui demandait constamment de l'argent. Carmen avait coupé les ponts avec une fille qui ne lui rendait visite que lorsqu'elle avait besoin d'argent.
Alfreda avait dû modifier son testament après avoir découvert que ses petits-enfants la considéraient comme leur plan de retraite. Ce qui me fait le plus mal, ai-je avoué, ce n'est pas d'avoir perdu l'argent que je leur ai donné, mais de réaliser que je n'ai jamais eu l'amour que je pensais avoir. Renate, dit Alfreda avec la sagesse de ses 80 ans, le véritable amour ne s'achète ni ne se vend. Si vous avez dû payer pour l'obtenir, c'est qu'il n'était pas réel. Ces paroles ont apaisé mon âme blessée. Elle avait raison. J'avais acheté de l'attention, pas de l'amour. J'avais financé une illusion. Vous savez ce que j'ai découvert, dis-je à mes nouveaux amis, que la solitude entourée de gens qui ne t'aiment pas est pire que d'être seul. Au moins, maintenant, quand je suis seule, je suis en bonne compagnie. Tout le monde a ri, et nous avons trinqué à notre nouvelle sagesse. Ce soir-là, après le départ de mes nouveaux amis, je me suis assise dans mon jardin pour réfléchir. Les étoiles brillaient plus que jamais, ou peut-être les voyais-je avec plus de clarté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement seule financièrement. Je n'avais aucune dépendance, aucune obligation financière envers qui que ce soit d'autre que moi-même. Et au lieu de m'effrayer, cette réalité m'excitait. Je pouvais voyager quand je le voulais, je pouvais rénover ma maison, je pouvais m'acheter de beaux vêtements, je pouvais faire des dons à des associations caritatives qui me tenaient à cœur. Je pouvais investir dans mon propre avenir au lieu de financer le présent de personnes ingrates. La liberté avait le goût de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, j'avais envie de planifier mon avenir. Un mois après la visite du psychiatre, je pensais avoir enfin gagné la guerre. Je m'étais installée dans une belle routine, je prenais mon petit déjeuner tranquillement et lisais le journal. Je m'occupais de mon jardin, déjeunais avec Éléonore ou l'un de mes nouveaux amis, et l'après-midi, je me consacrais à des activités que j'avais abandonnées depuis des années. J'avais recommencé à peindre, une activité qui me passionnait avant de devenir la financière personnelle de Max et Léna. Mais un jeudi matin, alors que je peignais des fleurs sur mon nouveau chevalet, Monsieur Weber était venu chez moi avec une expression sinistre qui m'a glacé le sang. Renate, nous devons parler. Max et Léna ont déposé une plainte officielle pour incapacité mentale auprès du tribunal des affaires familiales. Ils demandent qu'un tuteur légal vous soit assigné. Ces mots m'ont frappé comme des coups de massue. Je savais que c'était une possibilité, mais l'entendre à haute voix rendait la chose terriblement réelle. Cela signifie-t-il qu'ils peuvent prendre le contrôle de mon argent? Si un juge détermine que vous êtes incapable de gérer vos affaires, oui, il pourrait nommer Max comme votre tuteur légal, ce qui lui donnerait le contrôle total de vos finances. Je me suis affalée sur mon canapé, accablée par le poids de la plus grande trahison que j'avais jamais connue. Mon propre fils essayait de me faire déclarer légalement incompétent afin de me voler mon argent. Monsieur Weber, de quelles preuves dispose-t-il? Vous avez vous-même constaté que je suis tout à fait compétent. Ils ont les déclarations de 3 témoins qui affirment que vous vous êtes comporté de manière erratique. Ils ont également présenté des factures médicales impayées que vous n'auriez pas réglées et des médicaments que vous auriez stockés sans les prendre. Mais c'est un mensonge. Je n'ai pas de facture médicale impayée, ni de médicaments stockés. Je sais, Renate, mais ils ont fabriqué des preuves convaincantes. Ils ont également la déclaration du docteur Lehmann qui affirme que vous refusez de coopérer à une évaluation psychiatrique, ce qu'ils interprètent comme une preuve de déclin mental. La manipulation était diabolique. Ils avaient transformé mon refus de subir un examen inutile en preuve d'une maladie mentale. Ils avaient utilisé mon instinct de protection contre eux comme preuve que j'avais besoin d'être protégée. Qui sont les 3 témoins? Monsieur Weber a parcouru ces documents. Léna, bien sûr, un voisin nommé Monsieur Davis et quelqu'un qui prétend être votre pharmacien, Monsieur Green. Monsieur Davis était le voisin d'en face, un homme désagréable qui avait toujours eu des problèmes avec moi parce que mes amis se garaient parfois devant sa maison. Monsieur Green était effectivement mon pharmacien, mais je ne comprenais pas ce qu'il pouvait avoir contre moi. Je dois parler à Monsieur Green, ai-je dit à Monsieur Weber. Quelque chose ne va pas. Nous sommes allés ensemble à la pharmacie cet après-midi-là. Monsieur Green m'a accueilli avec surprise et nervosité. Madame Richter, je suis heureux de vous voir. Comment allez-vous? Monsieur Green, on m'a dit que vous aviez signé une déclaration affirmant que j'avais un comportement erratique avec mes médicaments. Son visage est devenu rouge comme une tomate. Madame Richter, votre belle-fille est venue il y a quelques semaines et m'a posé des questions sur vos médicaments.
Elle m'a dit qu'elle était inquiète parce que vous agissiez de manière étrange. Et que lui avez-vous répondu? Je lui ai expliqué que vous n'achetiez que des vitamines et parfois de l'aspirine, que vous n'aviez pas d'ordonnance médicale régulière. Mais elle a insisté en disant que c'était la preuve que vous ne preniez pas suffisamment soin de votre santé.